beaucoup, Marie-Yvonne, pour cette présentation et pour l'invitation à ce colloque. Moi, je me suis intéressée là depuis quelques années maintenant au discours parlementaire. Et j'ai commencé à analyser et à réfléchir beaucoup sur le discours parlementaire et la sphère parlementaire comme espace-temps de négociation des normes juridiques. Et je vais vous présenter un petit peu mes résultats d'analyse et ce que j'en tire. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter donc le contexte. Je passerai ensuite à la problématique et aux questions de recherche. Je décrirai rapidement le corpus de textes parlementaires analysés, le cadre théorique et les résultats, puis une conclusion. Donc, j'ai travaillé sur les débats parlementaires autour du projet de loi Avia visant à lutter contre la haine sur Internet. Cette loi avait été proposée par la députée LERM Laetitia Avia et elle a été examinée entre mars 2019 et mai 2020 et elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil avait relevé le fait que le rôle de l'autorité judiciaire n'avait pas été suffisamment mis en avant dans le cadre de cette proposition de loi. Oula, pardon. Donc, très rapidement, voici la chronologie en fait, du processus législatif. Comme je vous le disais, la loi avait été proposée en mars 2019 avec une première lecture en juillet 2019, première lecture à l'Assemblée nationale, puis une première lecture au Sénat en décembre 2019, avec une commission par la suite mixte paritaire en janvier 2020, puis une nouvelle lecture à l'Assemblée, puis une nouvelle lecture au Sénat en février 2020, et ensuite une lecture définitive en mai 2020, puis la saisie du Conseil constitutionnel suite aux nombreux désaccords de cette loi. Donc, le discours parlementaire ici est envisagé comme un espace-temps juridique où se discutent les problématiques sociales et où s'exprime et se négocie une volonté générale portée par le législateur. Et il est aussi envisagé comme un processus de transformation du discours qui se caractérise par l'intégration des normes et il constitue une dynamique de transsubstantiation juridique, comme le précise de Galambert. Donc, ici, mon travail, en fait, interroge les niveaux d'appréhension entre les parlementaires et les régimes sémiotiques envisagés au sein de l'Assemblée nationale durant les discussions. Ma question, c'est de savoir comment sont discutées la notion de haine et sa régulation, notamment concernant, et celle notamment qui concerne notamment l'intégration des nouvelles procédures de régulation. L'idée aussi, c'est de comprendre comment les plateformes numériques reconfigurent, en tout cas dans le discours, les lois et le rôle des acteurs. Donc, je travaille à partir de textes, bien sûr. L'approche par les textes ici et surtout la textualité est très importante pour cette analyse et pour ces questions de recherche, puisqu'elle permet une approche multidimensionnelle avec une approche globale locale du texte, mais aussi une approche en synchronie puis en diachronie. Alors, le corpus est constitué de 7 sous-corpus extraits du site de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des débats retranscrits. Il y a 4 discussions en séance publique et 3 discussions en commission d'examen. J'ai annoté le corpus parce que j'ai annoté le corpus pour 2 logiciels différents parce que j'utilise donc Iramutech d'une part et Lexico 3 d'autre part. Iramutech pour une analyse globale et Lexico 3 pour une analyse locale. Donc, j'ai annoté le corpus par titre de discours, par date, par parti politique et par locuteur. Et j'ai choisi de conserver en fait les réactions des parlementaires, comme les applaudissements. Il n'y en avait pas énormément, donc j'en ai pas non plus. C'est pas très, voilà, c'est pas très caractéristique en tout cas en termes statistiques, ainsi que j'ai gardé aussi les éléments qui indiquent le processus législatif.
comme rejet de l'amendement, etc. Donc, pour revenir très rapidement donc, au corpus, je vous montre ça juste pour vous situer à quel endroit, en fait, j'ai extrait, enfin, j'ai sélectionné mon corpus. Donc, j'ai sélectionné donc, du corpus en première lecture, enfin, corpus de débat qui a eu en première lecture, donc en juin-juillet 2019. Puis en seconde lecture, toujours à l'Assemblée nationale, en janvier 2020. Donc, avant et après la commission mixte paritaire. Donc, pour cette analyse, j'utilise la sémantique de corpus et, comme je vous disais, donc l'analyse qualitative, quali-quantitative des textes. C'est dans une perspective synchronique et diachronique des textes parlementaires. La sémantique de corpus tient compte des contraintes de la langue et de son utilisation dans le texte considéré pour établir différents niveaux de lecture. Il considère aussi l'approche différentielle qui est absolument essentielle dans le cadre de mon analyse ici. Et elle considère également qu'aucun texte n'est écrit uniquement dans une langue. Il est écrit dans un genre relié à un discours et en tenant compte des contraintes linguistiques. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai différencié aussi dans la notation les textes, les débats en sciences publiques et les débats en commission. Donc, il y a une approche, donc je pars d'une approche thématique globale du corpus vers une approche différentielle ciblée, donc en utilisant les deux logiciels dont je ferai très rapidement une petite présentation tout de suite. Alors, j'utilise à partir d'Iramutech, l'analyse par classification, qui est en fait un outil de visualisation de données qui génère un dendrogramme. Les classes qui sont générées par Iramutech mettent en évidence des ensembles de sens identifiables et qui structurent les représentations du corpus. Et en fait, les classes générées mettent en évidence le fait que plus le nombre de formes communes à deux segments donnés, donc à deux segments de texte générés par le logiciel est élevé, plus ces deux segments sont considérés comme proches et susceptibles d'être regroupés dans une même classe. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais vous allez comprendre là. Ici, à gauche, on a donc le dendrogramme qui montre la classification du corpus utilisé. On a donc 4 classes qui ont été générées. En violet, on a donc les termes relatifs au travail parlementaire et qui co-occurrent le plus souvent ensemble. Donc à chaque fois dans chaque classe de mots, il s'agit de mots qui sont le plus souvent ensemble. En rouge, pardon. En rouge, il s'agit donc des termes relatifs à l'espace Internet et également au discours, au type de discours. Donc, on a Internet, haine, réseau, social, expression, propos, liberté, etc. En bleu, on a donc les acteurs comme plateforme, CSA, juge, ainsi que les actions de régulation, comme sanctions, retrait, signalement, etc. Et en vert, on a également un vocabulaire lié au travail parlementaire, donc lié aussi au vocabulaire des articles, des articles de loi. Donc voilà. Et à droite, on a donc l'analyse factorielle des correspondances qui montre les distances ou les rapprochements entre les différentes classes. Donc avec Lexico 3, qui est aussi donc un outil de statistique textuelle, j'ai pu identifier donc des n-grammes ou des segments répétés, ainsi que les mots, les expressions sous- ou surreprésentés dans un sous-corpus par rapport à un autre. Et à partir de l'analyse de ces mots ou expressions surreprésentés qu'on appelle des spécificités,
j'ai pu en tirer des concordances, donc des analyses, des visualisations en contexte. Donc, je me suis intéressée aux spécificités du discours de la majorité, en particulier les expressions surreprésentées d'une part et les expressions sous-représentées d'autre part. Les expressions qui sont surreprésentées donc dans le discours de la majorité, donc dans le discours de la République en marche, qui a proposé donc, cette loi, on a plutôt des termes qui sont relatifs au travail parlementaire. Donc, la parole est à monsieur, à madame, quel est l'avis du rapporteur, soutenons-nous, est-ce qu'on soutient l'amendement, etc. À droite, on a les expressions qui sont sous-représentées, donc qui sont soit absentes, soit très peu présentes dans le corpus. Et on a des expressions on a des mots ou expressions comme propos, liberté d'expression, débat, pouvoir, algorithme, Facebook. Alors moi, ce qui m'a intéressée ici aussi, c'est la proportion, la spécificité de l'expression haine en ligne. Et en fait, on se rend compte que haine en ligne est une expression vraiment surreprésentée dans le discours de l'ERM au milieu, en bleu, et qu'il y a peu en fait d'expressions comme propos haineux, discours haineux qui figurent dans le discours de la LERM. Alors, peu ou pas. Donc, je ne suis pas allée voir à chaque fois. Je n'ai pas le tableau statistique ici pour vous le montrer, mais je peux vous dire qu'il y a une proportion très, très grande de haine en ligne par rapport aux autres expressions avec l'adjectif haineux. Alors, donc ici donc j'analyse haine en ligne dans le discours de la majorité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte ici, par exemple, on a un député qui dit, là encore, il me semble que l'on quitte un peu le champ de la haine en ligne à caractère discriminatoire. Et dans un autre extrait, toujours d'un député de la majorité, on a or, en donnant un écho spectaculaire à la haine en ligne, les réseaux sociaux ne contribuent pas seulement à exposer les victimes à des propos nocifs, ils affaiblissent également notre idée de la cohésion sociale. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la haine en ligne, pour ces députés, en tout cas, dans ces extraits, du moins, c'est quelque chose qui est déjà identifié. C'est même un champ qui est déjà délimité. Alors que quand on regarde dans le discours de l'opposition, la haine est quelque chose encore de discuté. Par exemple, pour le député Hervé Solignac, la haine est un sentiment intime et personnel. Il faut veiller aux mots que nous employons. De fait, c'est contre l'expression de la haine et contre la haine elle-même que l'on peut lutter. Voilà, donc pour ce député, la haine ne peut pas être un objet de lutte. Et ici, il pointe l'inadéquation du terme haine dans le cadre de l'application de cette loi et il propose une autre formulation du propos en substituant le mot haine par expression ou acte, donc comme quelque chose de matériel et quelque chose de concret. C'est également le cas du député Michel Larrivé qui lui explique qu'il faut absolument préciser et de façon urgente comment on définit la haine, et il relie donc cette question à celle de l'équilibre entre la loi et les règles des plateformes. On a aussi ce niveau d'appréhension par rapport à la haine et à son caractère abstrait dans les propos d'une autre personne de l'opposition, Yannick Favnek-Rubeko, qui explique que la haine, la définition de la haine est instable, qu'elle varie même selon les juges. Et ici, il explique aussi qu'il faut absolument, qu'il est nécessaire en fait à chaque fois d'avoir un contexte pour pouvoir interpréter ce que c'est que la haine, et il met en garde contre le transfert de pouvoir de régulation de plateforme et donc contre leur ingérence dans le cadre de cette loi.
Alors ici, ce qui est intéressant dans cet extrait aussi, de Marie-France Loraux, est-ce que j'ai encore un peu de temps, Marie-Yvonne? Pardon, parce que j'entends du bruit derrière. Tu as encore 5 minutes, Nadia. OK, mais j'ai bientôt fini. Alors, merci. Donc ici, pour, Marie-France Loraux, la haine est toujours quelque chose, voilà, d'immatériel et puis même de subjectif. Et que c'est impossible en fait d'en faire un objet juridique, et elle propose, quelque chose d'assez, étonnant, c'est, de substituer les mots «contenu haineux» par les mots ne répondant pas, pardon, aux standards de la communauté. Donc d'intégrer en fait un vocabulaire commercial, dans le champ juridique. Hem, voilà, donc je trouve ça assez intéressant, dans le cadre de ces discussions. Hem, Ce à quoi répond, Laetitia Avia qu'il ne s'agit précisément pas de se situer dans le cadre des standards de la communauté. Donc elle oppose les standards de la communauté avec la loi de 1881 qu'elle évoque à la fin de son propos, et on comprend ici qu'il y a un problème de non-rencontre du sens dans les échanges concernant, le cadre interprétatif. Donc, je vais passer sur la zone grise et le contenu gris parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais on comprend ici aussi qu'il y a un problème, une absence de consensus sur ce que signifie le contenu gris et ce que signifient les contenus manifestement illicites. Et on retourne encore une fois à la question de l'interprétation et à la question de l'arbitrage. Donc, je conclus en disant que, en tout cas dans mes analyses, j'ai trouvé peu de précisions sur la question de savoir qui doit contrôler le discours et comment il doit être contrôlé. J'ai l'impression aussi que les parlementaires n'étaient pas dans le même espace-temps, concernant cette définition, que la majorité a déjà défini, identifié et délimité ce que signifie que la haine, alors que pour pas mal de députés de l'opposition, c'était quelque chose de pas encore très clair, même en deuxième lecture. Et donc, on se rend compte qu'il y a des régimes sémiotiques différents entre parlementaires, avec pas de partage du sens, en tout cas, du moins durant les discussions. Il y a aussi des régimes sémiotiques différents entre les institutions et les plateformes, et qu'il y a une confusion sur quel cadre interprétatif à adopter. Donc, le droit versus standard de la communauté, le juge ou les plateformes, etc. Donc, il y a une problématique concernant le pouvoir d'acceptabilité, de circulation et d'interprétation des signes, puisqu'il n'y a pas de consensus sur la question de la circulation des signes et l'application des normes et du cadre interprétatif. Il y a, comme je disais, une non-rencontre sémantique et sémiotique due à des problèmes juridictionnels. Et donc, ces conditions d'acceptabilité de certains discours en ligne sont-elles à l'avantage aussi de ces plateformes commerciales? Pour, vraiment finir maintenant, je voilà, je voulais juste, voilà, insister sur le fait que la sémantique de corpus parlementaire et juridique permet de faire un travail, intéressant un travail herméneutique intéressant, sur les discours parlementaires, avec, la prise en compte du plan textuel est importante pour comprendre les trajectoires sémantiques, et leurs négociations. Hem, que c'est indispensable aussi pour la compréhension et la construction du sens social à partager. Elle est claire également sur la praxis, en tout cas dans ce cadre-là, dans ce corpus-là, sur la praxis législative et la construction de la norme dans l'espace-temps législatif, et elle permet d'identifier également les enjeux de pouvoir au sein de l'Assemblée, entre parlementaires, entre partis politiques, entre institutions et acteurs évoqués durant les discussions. Et je vous remercie de votre attention.